Et d'avance, merci de vos questions. Oui. Ça calme d'un coup. Donc merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Et d'avance, merci pour les questions, même si il y en aura trop forcément. Parce qu'on va parler ce soir d'un sujet passionnant, d'un sujet passionné aussi. Et qui en même temps nous regarde tous au quotidien, qui est effectivement notre rapport à l'argent, et notamment quand on est entrepreneur, qui plus est entrepreneur individuel. Donc c'est une vraie satisfaction de voir la salle remplie. On est ravis de vous accueillir aussi au CJD, au Centre des jeunes dirigeants. Il faut savoir, alors pour les personnes qui viennent d'arriver, nous avions juste avant l'Assemblée générale de la coopérative Unicité. Donc dans cette salle, il y a une quarantaine de personnes qui ont bossé comme c'est pas permis cet après-midi. Certains sont restés encore, mais voilà, on nous a informé qu'il y avait des problèmes de chauffage dans le bâtiment. Du coup, on s'est dit qu'il fallait faire venir bosser les gens avant pour qu'on n'ait pas trop froid le soir pendant la nocturne. Donc trêve de plaisanterie. Je vais laisser la parole à nos intervenantes qui vont prendre le temps de déployer un certain nombre de réflexions et je crois terminer par quelques trucs et astuces à nous partager sur ce sujet. Et donc la soirée sera animée par Héloïse. Voilà, Héloïse Lédier, entrepreneur au sein de la coopérative Unicité et journaliste. Accessoirement, ex-journaliste. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, bons échanges. Et j'espère que vous ne partirez pas juste après la phase d'échange, parce qu'il faudra ranger la salle. Voilà. Donc on a prévu quelques petits trucs à manger après pour les gens qui nous donnent un coup de main pour ranger la salle. Chaque chaise bien rangée, un verre de vin. Exactement. Un verre de vin par chaise bien rangée. Ça va mal finir. Bonne soirée. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc Julien m'a grillé une partie de mon intro, mais tant pis. Parce que donc nous apprêtons sous vos yeux ébahis à lever un tabou multimillénaire dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Nous allons parler d'argent. Voilà. Et c'est d'autant plus étonnant que ce soit tabou parce que ça nous concerne quand même tous les jours, qu'on soit enfant, adulte, homme, femme. Comment je vais payer mes courses, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mes allers-retours en jet privé. Alors voilà, tous les jours on se pose ces questions-là. Et quand on est entrepreneur, on se pose d'autant plus la question que si on est salarié, on est également celui qui verse le salaire. Donc c'est une question au cœur de nos quotidiens. Mais vous allez le comprendre d'ailleurs avec nos intervenantes, c'est que l'argent, ce n'est pas que de l'argent. Donc avec Elsa Couteillé, accompagnante en thérapie brève, et Anne-Gabrielle Dessay, coach financier, nous allons essayer d'éveiller les consciences sur ce sujet pour que nous, individus et entrepreneurs, nous nous sentions bien dans nos têtes et sur nos comptes bancaires, afin de payer les courses, les jets privés, etc. Alors, en 1 heure, on ne va pas répondre aux problématiques individuelles de chacun, c'est sûr. Mais on va au moins dessiner une carte des étapes qu'on pourra suivre, un chemin pour se sentir bien. Et déjà, on va commencer. Alors, je vous préviens, il n'y a qu'un seul micro. Donc, en fait, j'espère que vous m'entendrez, parce que je vais passer le micro aux deux intervenantes qui sont celles qui ont des choses à dire. Moi, je ferai des interventions en criant. Voilà. Je préviens. Je vais dire d'avance. Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi c'est Elsa Couteillé, je suis accompagnante en thérapie brève avec vraiment une casquette sur les émotions. Alors je dis souvent que je suis une toquée des émotions. J'ai aussi une autre casquette plus liée à mon ancienne vie, avant ma vie chez Unicité, d'ailleurs que j'ai rejoint en fait en 2017. Donc j'ai fait ma 5e année chez Unicité. Et mon autre casquette est plus au niveau de mon ancien métier de communicante, spécialiste du personal branding. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans la journée, j'étais à mon cabinet, j'ai accompagné des adultes autour de problématiques émotionnelles. Et puis j'ai aussi donné un cours à la fac à des étudiants de Master 2 sur le personal branding.
Et justement, aujourd'hui, on a parlé de l'argent, de la rémunération, puisque c'est une question importante pour des étudiants et des étudiantes qui sont en fin de parcours académique pour se préparer justement aux entretiens. Et ça répond à la question de quelle est ma valeur finalement sur le marché du travail que je vais bientôt rejoindre. Donc, on pourrait dire la thérapie, le personal branding, l'argent, mais quel est le lien? Et bien, vous allez voir en fait qu'il y a un lien qui est énorme. Et je pense que ça va être notre message aussi qu'on va pouvoir en fait vous transmettre, que l'argent, comme disait Héloïse, ce n'est pas vraiment que de l'argent. Voilà pour moi. Anne-Gabrielle. Alors moi je suis Anne-Gabrielle Dessé, je suis coach financier spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne les entrepreneurs à mettre l'argent au service de leur projet et de leur entreprise. En quelque sorte, je suis un catalyseur de réussite. On va commencer tout de suite par le vif du sujet. L'argent, ça sert à quoi et quelle est sa valeur? À travers vos deux points de vue, même qui se rejoignent, mais qui sont quand même différents. Vous m'entendez au fond? Oui. Alors l'argent, c'était une question qu'on s'était proposé de répondre entre nous. Qu'est-ce que c'est en fait l'argent et à quoi ça sert? Je crois qu'on est venu sur un commun accord que c'est un moyen, c'est un moyen d'échange. L'argent aussi, moi en tant qu'accompagnante en thérapie brève, je le vois en fait en cabinet, c'est aussi une problématique extrêmement émotionnelle que les gens viennent justement regarder avec moi. C'est un tapis en fait souvent qui est plein de poussière, qui raconte énormément de choses sur soi, sur son éducation, sur ses expériences, sur aussi ses envies ou ses rêves cachés ou plein de lumière. Donc c'est ça l'argent, à quoi ça sert? Moi je dirais que c'est vraiment pour venir soutenir un élan de vie, soutenir en fait aussi justement quand je dis de vie, c'est des envies. En fait il y a le mot envie en fait dans les envies et on est vraiment là-dessus. L'argent sert en fait à venir générer justement vos projets, ce que vous avez envie en fait de vivre dans votre vie. Et donc c'est un sujet qui est un excellent point de départ pour apprendre en fait à mieux vous connaître. Moi c'est ça en fait, surtout l'argent. Pour moi c'est une porte d'entrée pour la connaissance de soi. Et la suite du coup avec le coach. Je fais un très bon enchaînement pour moi. Alors pour moi l'argent c'est un outil, un moyen qui a été créé par l'homme pour faciliter les échanges. Parce qu'effectivement, si tu fais du personal branding et que moi je suis venue réparer ton évier, j'ai pas forcément besoin que tu refasses mon site internet. Et donc voilà, donc c'est vraiment pour faciliter les échanges, pour se libérer de liens avec autrui, pour pas avoir une charge et une dette envers autrui. L'argent a aussi d'autres avantages, on peut le stocker. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Et sur effectivement d'autres points, vous comprendrez que je rejoins Elsa. Et dans vos deux métiers, quels sont les outils que vous utilisez l'une et l'autre pour accompagner Alors moi, ma première approche en tant que coach, je fais passer un test aux personnes qui prennent contact avec moi pour déterminer leur profil financier. Ce profil financier, il est complètement différent d'un CIF ou d'un CGP. Je ne suis pas accréditée et ça, c'est pas mon métier. Il permet en fait, il a été mis en place d'après les travaux de Jung qui lui avait déterminé 12 archétypes. 8 ont été retenus par rapport à la relation à l'argent. Et ensuite, à partir de ce que ce test permet de révéler de la personne, il y a un travail d'accompagnement. Dans un premier temps où je vais vraiment me concentrer sur la relation à l'argent de la personne, comment cette relation à l'argent s'est construite, quelles sont effectivement toutes les émotions qui sont liées à l'argent pour cette personne, et ensuite l'accompagner pour que l'argent soit vraiment au service de sa société. Voilà. Elsa? Alors c'est vrai que moi je suis accompagnante en thérapie brève, donc un de mes outils principaux c'est l'hypnose. Mais j'ai aussi d'autres outils comme, alors ça va être un peu des acronymes indigestes, mais par exemple il y a l'EFT. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est un acronyme en anglais, c'est Emotional Freedom Technique. Donc c'est une technique de libération émotionnelle. J'ai aussi en fait ce qu'on appelle le rythmo dans ma boîte à outils. Et là, c'est pour tout ce qui est en fait le travail sur les vécus traumatiques. Donc c'est pour en fait vraiment permettre à une traversée émotionnelle concernant en fait des vécus plus ou moins traumatiques. Et bien sûr, j'ai plein d'autres outils autour du rêve éveillé dirigé, qui peut être très intéressant justement à travailler sur la symbolique de soi, sur sa vie intérieure et émotionnelle. Et puis bien sûr, plein de grilles de lecture et de théories sur la construction de l'identité et la relation à soi-même. Finalement, les gens viennent me voir en séance. Généralement, c'est vrai que c'est des profils
pas forcément que des entrepreneurs, mais je vais quand même parler en fait surtout des entrepreneurs puisqu'on est ici en fait au sein d'un contexte lié à Omnicité. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent travailler sur leur relation à l'argent. Par exemple, j'ai eu un homme qui était un joaillier, créateur de bijoux, et qui avait une boutique, vraiment pignon sur rue, et les personnes rentraient dans sa boutique, il y avait sur le point de vente les bijoux avec l'étiquette. Donc normalement, il n'y a même pas un besoin en fait, d'avoir une vraie conversation en fait, sur l'argent. Vous achetez votre baguette de pain, on vous dit en fait c'est tant, vous payez. Donc pareil, en fait, vous rentrez dans une boutique, normalement il y a une étiquette et vous payez ce prix-là. La personne arrive, regarde et dit « Ah, je vois que la bague elle est à 150 €. Oui, elle est à 150 €, mais... Pour vous, allez, je la fais à 90. Ça vous va? Voilà. J'ai des personnes avec ce profil-là qui viennent en disant je m'auto-sabote, je ne comprends pas en fait ce qui se passe. Dès qu'en fait on est sur le fait que je dois énoncer des prix ou le maintenir, je me tire une balle dans le pied en fait tout seul. Donc on a une personne qui est venue en fait travailler là-dessus. J'ai aussi en fait beaucoup bien sûr d'accompagnantes, puisque moi-même étant accompagnante et puis ce que j'ai oublié de nommer, c'est que j'ai créé en fait en 2020 un podcast qui s'appelle Accompagnante. Merci. C'est un podcast où il y a 2 formats. J'interviewe en fait des accompagnantes sur leur parcours et sur la construction justement de leur pratique, tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui et qu'elles sont vraiment aujourd'hui. Et bien sûr des épisodes solo où je reviens sur des thématiques plus précises sur l'accompagnement, sur en fait la construction de pratique et bien sûr aussi sur l'argent et la communication. Donc j'ai beaucoup d'accompagnants dans mon cabinet et là les accompagnants c'est là où il y a quelque chose qui est quand même très intéressant à écouter sur la relation à l'argent parce que là cette table ronde s'appelle entrepreneur et l'argent mais on pourrait aussi bien l'appeler en fait l'accompagnante et l'argent parce qu'une accompagnante c'est aussi une entrepreneur, c'est aussi en fait une chef d'entreprise, elle a comme une double voire triple casquette et on peut être sur quelque chose un peu que j'appelle une sorte de double peine quand on n'est pas très au clair avec sa relation avec l'argent quand on accompagne, c'est comment je peux donner un prix, une valeur en fait à mon accompagnement qui est censé en fait aider quelqu'un sur un levier thérapeutique. Ça peut être très difficile pour des personnes qui n'ont pas vraiment en fait déconstruit en fait leur rapport à l'argent de pouvoir dire bah oui en fait là je sais que tu viens travailler sur une problématique qui appartient en fait à un monde plus émotionnel, un truc qui est important pour toi et en même temps oui moi j'ai une expertise, comment je fais pour la valoriser, comment je fais en fait pour aussi quelque part réclamer entre guillemets un tarif derrière. Ça peut être extrêmement conflictuel, on peut avoir vraiment comme un travail sur des négociations de parties, ce qu'on appelle en fait l'idée qu'on a différentes facettes à l'intérieur de nous. Là j'ai nommé 2 casquettes, l'accompagnante et en même temps la chef d'entreprise. Comment je peux être en sécurité financière dans mon accompagnement pour en fait mettre en sécurité aussi la personne que j'accompagne. C'est toutes ces questionnements-là, parce que si on n'est pas en sécurité en fait financièrement parlant, on ne peut pas être en fait en sécurité dans l'accompagnement. Il y a aussi cette notion typiquement qu'on vient travailler sur les notions de tarifs, c'est quel est le tarif juste par rapport à l'accompagnement que je propose. Et comme en fait on est sur des activités qui reposent sur justement notre identité personnelle et professionnelle, ça on a des réponses en fait qui n'appartiennent qu'aux personnes. Donc là en accompagnement, dans le cadre de la thérapie, on va travailler non seulement sur des notions qui peuvent paraître très business, très entrepreneuriales, mais aussi en fait mélanger quand même un côté très introspectif et émotionnel. Donc voilà, on creuse en fait sur ces sujets-là. C'est pas rare aussi que ça peut en fait amener sur même du travail sur de la systémie familiale, sur aussi quelque part des mises à jour de liens, sur des croyances, sur aussi en fait des expériences qu'on aurait pu avoir ou des éléments qu'on aurait en fait transmis aussi dans nos générations en génération. Il y a des questions en fait, est-ce que je suis ok avec le fait de gagner de l'argent? C'est à un moment donné que je commence en fait finalement, mon cabinet commence à bien fonctionner, est-ce que je suis ok ou pas avec ça? Parce qu'on parle toujours en fait de la problématique de ne pas avoir d'argent. Mais aussi, en fait, avoir d'argent, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant en fait, à se poser et voir comment ça résonne pour soi. Voilà quelques exemples en fait, des différentes thématiques qui viennent au cabinet, mais il y en a plein. Ben voilà, Anne-Gabrielle, peut-être que c'est alors peut-être les mêmes problématiques, mais qui s'expriment finalement différemment. Oui, différemment. Alors moi, les personnes qui viennent me voir, généralement, ne disent pas tout de suite qu'elles sont entrepreneurs, mais toutes celles qui sont venues frapper à ma porte sont avérées être des entrepreneurs. Des accompagnantes, mais pas que. Donc j'imagine que parmi vous, il y en a qui ont d'autres fonctions que accompagnants. Effectivement, la problématique de la relation à l'argent, finalement, elle peut se manifester quotidiennement, de manière même où on n'en a absolument pas conscience. Là, tu présentais par exemple, et c'est très juste, des personnes qui ont un problème pour gagner de l'argent. Des fois, on parle de plafond de verre. Le plafond de verre en entreprise, c'est quand on atteint le summum du salaire par rapport à notre diplôme. En France, généralement, c'est comme ça que ça se passe. En fait, on peut aussi avoir inconsciemment un plafond de verre.
Par exemple, quelqu'un qui s'inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, inconsciemment, il se met les plafonds de verre de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, de TVA. Si on dépasse ce montant de TVA, il va falloir avoir plus de charges administratives à mettre en place. Voilà, ça, inconsciemment, ce sont des plafonds de verre. Finalement, quand on commence une aventure en entrepreneurial, le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être bien pour valider son projet. Mais normalement, on n'est pas censé rester longtemps avec ce statut-là. Si notre activité fonctionne bien, on est censé décoller, aller plus loin, voire plus grand. C'est un truc hyper américain. Mais franchement, j'ai envie de vous le partager. Vous voyez, plus grand. Moi, là, je me lance toute seule. Et je me dis, en fait, ça me fait trembler juste de vous le partager. Mais je ne suis pas du tout partie pour rester toute seule, en fait. J'ai vraiment une ambition beaucoup plus grande de partager ce que je sais sur cette relation à l'argent, que les gens soient vraiment plus à l'aise. Et quand on est plus à l'aise dans sa relation à l'argent, on va être plus à l'aise dans ses relations de manière générale. Quand vous allez voir votre banquier pour négocier un prêt, si vous n'êtes pas à l'aise à parler d'argent, à poser des questions, des bonnes questions, vous allez, comme avec le médecin avec sa blouse blanche, vous allez dire oui, oui, parce que vous n'y connaissez rien et que vous n'êtes pas autorisé à en parler. Voilà, ça c'est un exemple. Et je reviens aussi sur les investissements. Ça peut aussi se manifester pour un investissement. Quelqu'un qui a du mal à investir, qui tergiverse, qui se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'achète, je sais pas, cette nouvelle grosse imprimante pour mon entreprise, parce que là je vois que vraiment il y a beaucoup de paperasserie, même en 2022. J'y vais pas, et finalement, il y avait un super appel d'offres, il fallait multiplier des pages et des pages en style Ronéo, puis passer à côté parce que sur sa pauvre imprimante, elle a planté, et passer à côté. Donc, si vous avez des avocats dans votre entourage, demandez-leur combien de paperasserie ils utilisent régulièrement. Et donc voilà, ça doit vraiment être sournois, presque, comme ne pas oser être visible dans son domaine de compétences. Elsa avait vraiment la grande chance d'être une communicante avant de se mettre en hypnose, donc c'est vrai que c'est un plus pour lancer un podcast, mais du coup pour vous dans votre réseau c'est génial d'avoir quelqu'un qui réussit déjà là-dessus et avec qui vous pouvez certainement échanger. Je te fais de la pub, j'adore ce podcast. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver la relation à l'argent et pourquoi ça s'exprime finalement beaucoup plus quand on est entrepreneur, parce que cette question de l'argent elle revient régulièrement. Et là, il y a un autre profil qui vient me voir, mais il s'avère qu'il est aussi, généralement, ces personnes sont aussi entrepreneurs, ils me disent il est dans le couple. Et dans le couple aussi, c'est intéressant de comprendre quel est son mode de fonctionnement, quel est le mode de fonctionnement de son partenaire. Déjà, quand on comprend son propre mode de fonctionnement, on est beaucoup plus serein d'une part, et beaucoup plus sympa avec soi-même. Je vous le partage parce que moi, pour devenir coach financier, j'ai été coachée, donc j'ai fait ce travail que je propose maintenant à personnes qui viennent me voir de suivre. Et quels sont du coup les principaux freins, parce que on a tous du mal à en parler, en tout cas en France. Je pense qu'il y a d'autres pays où ça se passe différemment. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que finalement c'est pas compliqué. J'ai besoin de temps pour vivre, donc j'ai besoin de temps à gagner. Pourquoi on n'arrive pas à donner le prix? Quels sont les freins? Alors, tu parlais de la relation dans le couple, qui gagne plus. Oui, alors ça, c'est pas très le sujet. Et surtout, mesdames, si vous gagnez plus que votre conjoint, et en fait, ça peut être un problème et pour vous et pour lui. Conscient ou inconscient? Oui, souvent inconscient. Et quels sont les autres freins, du coup, pour travailler sur son rapport à l'argent? Tu veux dire les freins pour ne pas aller voir ce qui se passe ou... Non, pour pas réussir tout seul. C'est-à-dire si quand les alors, gens déjà, un des premiers freins, c'est qu'on n'en a pas conscience. Ah. Voilà, c'est finalement... on ne vient pas vous voir non plus. Si on n'a pas Exactement. Quand tout va bien, heureusement, il y a des gens, et j'espère aussi parmi vous, pour qui tout se passe bien et pour qui c'est un sujet qui est facile. Donc un premier frein, déjà, ça peut être de ne pas en avoir conscience. Moi, tant que j'étais salariée, j'avais pas conscience. Je peux même vous partager une anecdote. Quand j'étais jeune et j'ai quitté la maison très tôt et pour faire mes études, alors j'avais la chance d'être une étudiante boursière. J'ai toujours travaillé à côté de mes études pour me débrouiller pour quitter la maison très tôt. Et puis un jour, ma maman m'a dit Anne-Gabrielle, tu pourrais me signer la procuration pour que j'ai accès à tes comptes? Ben non. Et tu sais, ta soeur l'a fait? Ouais, mais moi non. Et Anne-Gabrielle, t'as vraiment un problème avec l'argent? Alors j'étais une jeune fille polie, j'ai pas osé lui dire que non, je pensais que c'était elle qu'on avait un. Et maintenant que je sais ce que je sais, en fait, à ce moment-là, ce sont deux relations à l'argent différentes qui ont échangé et qui ne se comprenaient pas.
Donc ça peut aussi être intéressant, pas que dans le couple, dans d'autres types de relations, d'en prendre conscience en fait. Et donc je reviens aussi tant que j'étais salariée, tout allait bien, sur la même longueur d'onde de pendant mes études, je bossais à côté pour me sentir libre et indépendante. J'ai trouvé un métier qui me permettait d'avoir suffisamment de rémunération pour me sentir libre de faire ce que j'avais envie de faire finalement. Et alors c'est très drôle, je partage aussi quelque chose avec mes sœurs, parce qu'on a vécu la même chose, on a toutes été étudiantes boursières. Et du coup, la peur de manquer dans la famille était assez marquée de par notre éducation. Et nous avons eu toutes les trois une relation à l'argent qui s'est construite de manière différente. Il y en a une qui est aujourd'hui magistrate, avec de très bons revenus, qui s'en sort très bien, mais surtout, il ne faut pas lui parler d'argent. Moins elle s'en occupe, mieux c'est, en fait, finalement. Et puis une autre qui a encore un profil complètement différent, qui s'en est complètement détachée, presque à vivre en autarcie avec sa famille, la famille qu'elle a construite. Voilà. Même histoire familiale, mêmes événements dans la famille, et trois profils de relation à l'argent complètement différents. Et alors, c'était juste avant que je découvre mon métier, j'ai aussi commencé à faire des investissements, à m'intéresser à l'investissement et comment générer de l'argent avec mon argent sans que ce soit dépendant complètement de mon activité salariée ou de mon activité de chef d'entreprise. Elvin, un complément sur les... Alors là, c'est vrai qu'on voit la question, c'était les freins en fait par rapport à quand on est encore en dehors, on va dire, d'un accompagnement, mais quand on prend conscience quand même qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui serait intéressant à aller creuser en fait par rapport à la relation à l'argent, que ce soit un gros morceau ou un petit morceau. En séance, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois il y a peut-être un frein même. Au fait, ça y est, en fait, on a identifié la problématique, on a identifié qu'il y avait quelque chose en fait concernant la relation à l'argent, mais il peut y avoir aussi même un frein qui se manifeste à ce moment-là, où on se rend compte que finalement le changement, il n'est pas si positif que ça. Il va peut-être avoir des implications, il va peut-être avoir en fait des conséquences qui ne sont pas si positives que ça. Quelque part, c'est peut-être à un moment donné, on se rend compte que le problème n'est pas le problème, et que le problème est peut-être même une ancienne solution. Et que si en fait on est en train de commencer à le changer, ça peut en fait avoir des conséquences cascader en fait sur des événements, sur des éléments en fait on n'avait pas ça vraiment dans le scope au tout début. Et que finalement, on se dit peut-être que la problématique représente encore dans la vie de la personne une solution, ou en tout cas, en fait, que pour le moment, ça serait peut-être OK de ne pas aller en fait un peu plus loin. Que peut-être, en fait, avant, il y aurait un travail autre pour déblayer en fait le terrain, pour qu'ensuite, en fait, la relation à l'argent puisse rouler aussi. C'est pour ça, en fait, c'est toujours cette idée qu'un accompagnement, pour moi, surtout sur ces sujets-là, en fait, il est à personnaliser, et vraiment, en fait, à créer de la dentelle intérieure, pour vraiment en fait avoir quelque chose qui soit durable et cohérent. Un changement, vraiment l'objectif. Surtout sur des thématiques pareilles, c'est pas en fait l'idée, c'est pas que ça change et que dans 2 mois en fait ça vous explose à la figure ou que ça explose en fait à la figure de je ne sais quoi, votre activité, votre système familial ou autre. L'idée c'est vraiment de créer quelque chose qui est cohérent, qui est durable et qui est actuel par rapport à là où vous en êtes en fait dans votre vie. Donc voilà, peut-être qu'il y a des freins où parfois le bénéfice en fait de la problématique est un peu trop grand encore pour le moment pour vraiment que ça change en profondeur. Mais déjà, l'idée, c'est d'avancer en fait dans sa prise de conscience. Et l'idée, c'est de se donner aussi peut-être des différents temps, du temps court, du temps moyen, du temps long. Typiquement, je peux parler en fait vraiment au jeu là sur cette question-là de l'argent. Encore aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai une relation en fait à 1000% saine en fait avec l'argent. Même si je suis devant vous aujourd'hui, j'ai encore en fait des choses, des leviers, des freins en fait à l'explorer. Et pourquoi pas? Cette idée aussi que pour le moment, par contre, même si mon rapport à l'argent n'est pas 1000% sain, en tout cas pour le moment, aujourd'hui, il me convient et je trouve qu'il est actuel. Et ça, déjà, ça met en fait, on peut s'asseoir un peu plus confortablement dans son activité quand on est arrivé en fait à ce niveau-là. Ça faisait partie effectivement de la discussion qu'on a eue en amont quand on préparait, c'est que sa relation à l'argent est aussi liée au moment où on l'étudie. C'est-à-dire que demain, ce sera peut-être une autre problématique ou une autre solution. Ouais. Exactement. Moi, il y a une question qui revient tout le temps en fait dans l'accompagnement, c'est je ne demande pas en fait à la personne, on n'est jamais, enfin c'est plutôt je vais le tourner comme ça, on n'est jamais sur le questionnement de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Jamais. On est plutôt en fait sur un questionnement, est-ce que ça convient à la personne ou est-ce que ça ne lui convient pas ou est-ce que ça ne lui convient plus. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui lui continue en fait à lui convenir et à l'intérieur, qu'est-ce qui en fait est vraiment genre non merci, merci mais non merci, je veux passer à autre chose. C'est vraiment cette idée là vraiment
d'aller regarder, de faire l'état des lieux et de poser la question de vous, intérieurement, qu'est-ce que ça vous fait, cette problématique-là, en lien avec l'argent? Qu'est-ce que vous voulez laisser? Qu'est-ce que là où vous avez envie de vous alléger et là où vous avez envie, en fait, vraiment de dire, ok, bah, je continue, en fait, là-dessus, ça, c'est important pour moi. Ça, c'est hyper important. C'est un point de vue, en fait, actuel sur qu'est-ce que vous voulez, en fait, pour vous. Oui, et tout à l'heure, Elsa parlait de croyances. Alors, les croyances, quand on fait du coaching ou comme Elsa, on est accompagnement, ce sont quasiment toutes les phrases qui commencent par « je crois que ». Il ne s'agit pas de spiritualité ou de religion. Et oui, je rejoins tout à fait Elsa, en fait. Alors, la relation à l'argent qu'on a, elle peut évoluer. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va aller la travailler, on va la faire évoluer. Et là où je rejoins Elsa, c'est qu'on n'est pas toujours prêt. C'est très simple, ça vous est certainement déjà arrivé qu'on vous dise quelque chose, et vous ne compreniez pas, ou vous ne l'entendiez pas, qu'on vous le redise, et puis vous le réentendez 2 ans après. Puis à un moment donné, là, il y a vraiment un déclic, et vous comprenez, et vous changez quelque chose de vous-même. Voilà, c'est un peu la même idée. C'est qu'à un moment donné, peut-être Elsa, moi, dans nos accompagnements, on va partager quelque chose à quelqu'un. Si la personne n'est pas prête, nous, c'est notre métier, on va le sentir, on ne va pas forcer. C'est-à-dire, la personne, elle est là à ce moment-là, elle a identifié une problématique, un frein avec l'argent qu'elle veut relever. Et nous, on va lui dire, ok, aujourd'hui, quelle est la croyance que vous avez par rapport à ce sujet? Et d'elle-même, elle va nous la partager, et là, on va dire, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est ok pour vous? Et là, ah non, mais moi, je veux changer ça, là. J'en peux plus de me dire que je peux pas gagner plus de 2 000 € par mois, par exemple. On fait, ok, très bien. Alors, il y a aussi, je pense que tu le fais aussi, j'ai cru l'entendre, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui d'avoir cette croyance? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez peut-être développé autre chose en fait grâce à cette croyance? D'autres moyens de générer de l'argent, d'autres moyens de faire des échanges. Grâce à ça, vous avez développé vos capacités de communication et de connexion avec les autres. Voilà. Et ensuite, effectivement, et Elsa, je sens que tu fais la même chose, c'est d'accompagner pour aller modifier cette croyance et la personne va dire, maintenant, en fait, j'ai envie de croire que oui, je peux dépasser, je peux même gagner jusqu'à tant. Elle va des fois même nous donner un montant, quelque part, ce sera son nouveau plafond de verre, mais c'est ok pour elle. Et puis une fois qu'elle l'a déjà fait, après, notre accompagnement, et c'est là où vraiment je rejoins complètement Elsa, c'est que c'est un coaching ou de l'hypno ou autre activité, l'idée c'est qu'ensuite ce soit vraiment pérenne et que ce que la personne aura appris avec nous à ce moment-là puisse le continuer, voire le refaire plus tard. Et voilà, c'est une fois qu'on a pris un chemin, je ne sais pas si vous faites de la randonnée, moi je fais beaucoup de randonnées, je regarde ma carte, c'est vrai que suivre un GR c'est assez facile, mais des fois on a l'impression d'être un peu perdu, mais une fois qu'on l'a fait une première fois tout seul, on sait qu'on sait le refaire, quoi. Et même si c'est pas le même GR, vous allez faire le Stevenson, le 70, c'est mon prochain celui-là, vous savez que vous avez déjà fait le GR34, donc quel que soit le numéro, vous allez vous y retrouver, quoi. Et parce que vous avez déjà appris à le faire une première fois. Alors, comme on se fait déplacer, on en veut pour notre argent. Donc c'est la séquence trucs et astuces pour avoir les outils concrets. Alors j'avais que tout le monde attend. Voilà, j'avais promis le jingle, mais en fait j'ai pas de micro, donc je ne ferai pas Trucs et astuces. Voilà. Et donc on va lister. Et t'es bien. Et donc voilà, on va donner un petit peu les clés. Comment on va clôturer sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller bien déjà nous tout seuls et puis peut-être ensuite aller plus loin. Mais Ok, oui, là il y a plein de choses à dire. Là, ce qui me vient. oui, c'est ça. Première chose, déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de rester en fait de partir d'un point de vue en fait actuel. Déjà, de faire un peu l'état des lieux de là où vous en êtes aujourd'hui en fait avec cette question-là. Je pense que depuis tout à l'heure, on parle, il y a des choses qui se passent dans votre vie intérieure émotionnelle, donc déjà en fait aller observer ça. Deuxième chose, très concrètement, moi il y avait une phrase qui m'avait beaucoup aidée et c'est exactement en fait un levier en hypnose, ce qui s'appelle la modélisation. On ne peut pas en fait devenir une personne qu'on n'apprécie pas. Donc si déjà en fait par rapport à vos croyances, à votre vision en fait des personnes qui gagnent une certaine somme ou qui ne gagnent pas une certaine somme, quelque part en fait d'accepter d'aller regarder en fait, ok, si j'ai pas des croyances limitantes justement concernant peut-être les personnes qui gagnent beaucoup d'argent ou des entrepreneurs qui osent en fait donner tel tarif sur un devis, ok, est-ce que j'ai pas des a priori, on ne peut pas devenir en fait une personne qu'on n'apprécie pas. Donc voilà, de peut-être aller regarder cette chose-là. Moi, ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a quelque chose aussi de très pratico-pratique que vous pouvez même faire là, quand je vais énoncer ce que je vais vous partager.
Souvent, ce que je demande en première séance, c'est pour faire un peu justement l'état des lieux de là où vous en êtes en fait avec votre relation à l'argent. Je vais vous dire, ok, fermez les yeux, prenez une grande respiration, et puis là, vous allez laisser émerger de vous la représentation la plus symbolique de l'argent. Ok. C'est qui, c'est quoi? C'est où dans la pièce là? C'est à gauche, c'est à droite, c'est devant, c'est derrière. Et là, vous avez plein de trucs. Vous avez une personne qui va vous parler, c'est marrant, c'est ma grand-mère là qui est en train de compter les billets en fait à la fin de la semaine de travail. Ok, très bien. Elle tenait un restaurant. Ok, très bien. Donc ça, c'est sa représentation symbolique de l'argent. Ok, le lien que vous avez avec elle, il est comment? Pareil, ce lien, en fait, il va avoir une forme, une couleur, une matière, une odeur. Il va peut-être même avoir un son. Ok, c'est un cordon ombilical hyper desséché, pas très... ça crée ça à l'intérieur. Ok, ça vous convient ou pas finalement là quand vous regardez que votre représentation à l'argent, elle est liée en fait à cette grand-mère-là, et qu'en plus le lien en fait symbolique, c'est un cordon ombilical qui donne pas vraiment envie. Ah non, ça me convient pas trop. Ok, comment ça pourrait être mieux? Et là commence en fait un travail de mise à jour, ce qu'on appelle de lien. Ça peut être très intéressant déjà là pour ce soir ou dans les prochains jours, là c'est le week-end. Vous posez la question, ok, si je devais accueillir la première représentation symbolique qui viendrait de l'argent, ça serait qui? Ça serait quoi? Et si le lien, en fait, s'il pouvait avoir un lien, bah, ce lien-là, il ressemblerait à qui? Il ressemblerait à quoi? Et est-ce que, en fait, je kiffe, je trouve ça cool, je trouve ça actuel? Ou est-ce que, tiens, il y a des trucs qui me font me dire que non, j'aime pas trop ça, et je crois que ça montre qu'il y a peut-être un truc, en fait, à aller regarder un peu plus loin. Voilà, ça peut être hyper intéressant, déjà, comme point de départ. Un autre truc et astuce, par Anne-Gabrielle. Je tâte. Peut-être déjà, parce que c'est peut-être la première fois pour vous, vous entendez parler de relation à l'argent. Alors comment l'identifier soi-même? Il y a des choses assez simples. Par exemple, ça rejoint un petit peu ce qu'a partagé Elsa également, c'est de prendre conscience de ce que vous allez ressentir, des émotions que vous allez avoir lorsque vous entendez quelque chose au sujet de l'argent. Si vous entendez quelqu'un aussi qui émet quelque chose au sujet de l'argent, ou les gens qui ont de l'argent, ou les gens qui n'ont pas d'argent, qui vous choque. En fait, dites-vous que ce que vous pensez, c'est vrai pour vous, et que ce que cette personne est en train de dire, c'est vrai pour elle. Et là, vous pouvez vraiment percevoir que vous avez une perception et des pensées vis-à-vis de l'argent qui sont différentes de cette personne. Et après, ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire, mais c'est déjà comme ça qu'on peut prendre conscience de sa relation à l'argent. Si je vous dis les riches sont des gros connards, et bien il y en a peut-être parmi vous qui vont dire ouais, c'est des gros connards. Et d'autres ils disent bonjour, l'image qu'elle a de moi, c'est pas très sympa quoi. Donc voilà. Et en fait, non, hein, les riches ne sont pas plus connards que les autres, il y a des connards partout, et c'est pas l'argent qui va faire que les gens sont des connards en fait. Hein. Un connard, il sera connard avec ou sans argent. Une personne généreuse, elle sera généreuse avec ou sans argent. Voilà. Oui. Autre tips qui fonctionne aussi bien, c'est finalement... Choisis bien parce que c'est le dernier. Ah, c'est le après, dernier. il y aura Anne-Gabrielle. La vache. Après, Okay. il y a un autre. Choisis bien. Ok, je vais passer sur un autre truc. Je pense que mini conclusion par rapport à ça, c'est que pour moi, je pense que vous l'avez entendu, pour moi l'argent en fait c'est des émotions. L'argent c'est pas l'argent, c'est des émotions. Sinon en fait on serait pas là, sinon en fait on n'en parlerait même pas. C'est que l'argent en fait c'est pas juste une ligne en fait sur un tableau Excel, que c'est pas même pas en fait ce que vous avez affiché sur votre compte en banque, c'est même pas ce que vous avez en fait dans votre porte-monnaie, c'est de l'argent. De l'argent c'est des émotions. Donc, pour moi, justement par rapport à ça, c'est d'être très à l'écoute des émotions qui vous traversent et de faire le lien, en fait, déjà avec vous-même sur, là, justement, comme on nous racontait, ce qu'il y a à l'entrepreneuriat, sur la valeur, en fait, que vous donnez à votre travail, à votre activité, très bien, et d'être très au clair, en fait, justement, avec, de viser, finalement, des émotions qui sont vraiment extrêmement alignées, en fait, par rapport à ça. Ça va vous donner une puissance, ça va vous donner une force, et moi, ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est que quelque part, en fait, maintenant, quand vous allez faire vos devis, quand vous allez annoncer en fait un tel tarif, vous passez vraiment avec une énergie en fait une énergie solaire, avec une énergie en fait où vous savez que c'est aligné en vous et que quelque part, si un jour en fait il y a quelqu'un qui va vous dire c'est trop cher, ok, vous ayez des réflexes comme ok c'est trop cher pour qui, pourquoi. Ça peut être cher. Typiquement, je vais vous donner en fait, moi je vais pas vous parler au jeu, ma séance c'est 1 heure, c'est 90 €. C'est cher. Je vais pas mentir, c'est cher. Par contre, est-ce que c'est trop cher? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est encore autre chose, c'est encore un autre débat. Donc quand on vous dit c'est trop cher, ok,
on se calme. Ok, pour l'autre, elle est en train de vous raconter une histoire, elle est en train de vous raconter son histoire, elle est en train de raconter un truc sur elle, sur tout ce qu'on vient de dire en fait depuis tout à l'heure, sur des émotions, sur des croyances, sur des expériences, sur des visions qu'elle a. C'est son histoire à elle, c'est trop cher. Ok. Cher par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est à ce moment-là en fait que la vente et que la rencontre elle commence vraiment. C'est quand la personne elle commence à vous dire c'est trop cher. C'est pas en fait là où ça se conclut. Là, tout commence en fait à ce moment-là. L'accompagnement, la présence à l'autre, votre travail, votre activité, elle commence à ce moment-là. C'est trop cher. Ok. D'accord, elle est en train de me raconter un truc. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de raconter par rapport à ça? Et on n'est pas sur l'idée de convaincre, parce que vous êtes déjà convaincu. Vous avez déjà fait votre travail pour vous. Vous êtes juste en train en fait de transmettre quelque chose qui est beaucoup plus clair pour vous. Ok, c'est trop cher. Autre anecdote très concrète par rapport à ça. J'accompagnais en fait à une époque des enfants. Je le fais plus, parce que c'est pas ma zone de génie. Je le laisse en fait à d'autres. Mais j'ai accompagné en fait des enfants et j'ai accompagné une fois une petite fille qui devait avoir 8-9 ans. Elle vient en séance. À la fin de la séance, sa mère me dit je me rappelle plus du montant, est-ce que vous pouvez me rappeler? C'est 90 €. La réaction de la petite fille, elle dit oh, mais c'est cher! Mais la vache, maman, c'est cher! Genre, regarde sa mère, elle dit on va pas payer ça, on se part, on part, vas-y, on y va. En gros, ça voulait dire ça. Ok. Ben là, en fait, très calmement, j'aurais pu me dire non, mais tu sais, ça, non. J'ai rien dit. Le silence, c'est l'histoire de l'autre. Le silence. Je la regarde, je dis oui, c'est cher. Oui, c'est cher. Elle a raison, c'est cher. Ben, vous savez quoi? À ce moment-là, elle a regardé sa mère et je pense que la séance, le moment thérapeutique, le moment de la guérison, le moment du soin, le moment de ce que vous voulez, vous y mettez le mot que vous voulez, mais le moment, le switch, c'était à ce moment-là. C'était pas la séance d'1 heure qu'on vient de partager où on avait fait des trucs de dingue. C'est à ce moment-là. Quand elle a vu que sa mère était capable de payer 90 € pour l'aider, c'est à ce moment-là en fait que ça s'est joué. Donc laissez aussi ces moments-là, ces moments de titre aux personnes que vous accompagnez, aux personnes en fait à qui vous allez en fait accompagner avec votre prestation de service. C'est respecter en fait l'histoire de l'autre et laisser lui faire en fait aussi ce cheminement. Oui, c'est cher, 90 €. Voilà, ça c'est hyper important pour moi que vous déblayez aussi émotionnellement par rapport à vous-même, mais aussi pour aider les autres à leur laisser leur propre histoire et voir comment ça résonne aussi. Donc je vous souhaite qu'aujourd'hui, si un jour on vous dit c'est trop cher, ok. D'accord, on va se rencontrer en fait, finalement. C'est une rencontre. Alors moi, ma question, quand on me dit c'est cher, je ne sais pas par rapport à quoi. Et je laisse l'autre répondre en fait. Parce que pour moi, 90 € les séances d'hypnose, c'est normal. Je ne trouve pas ça cher. Et pour avoir fait de l'hypno, d'avoir consulté une hypnothérapeute, vu ce que le bien-être que ça m'a procuré, ça valait bien 3 séances à 90 €. Vraiment, c'est un super investissement. C'était notre point de divergence avec Elsa, on le savait, on voulait garder le meilleur pour la fin. Non, là, c'est pour vous donner un autre tips. La relation à l'argent, comment ça se construit? Ça se construit tout au long de notre vie, et ça commence dès notre plus tendre enfance. Et là, c'était un tips pour aller voir un petit peu, si vous en avez envie, d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans votre enfance, et même votre adolescence. Quelles ont été les figures parentales? Vous n'avez pas forcément été élevé par votre père et votre mère, il y avait peut-être d'autres figures de représentation parentale qui ont joué un grand rôle pour vous quand vous étiez enfant. Et là, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se disait dans la famille, et même au-delà des mots, ce que vous avez pu vivre. Et moi, j'ai des enfants, et j'ai entendu mes enfants des fois dire « Maman, c'est cher ». Là, j'ai pris une claque. Mais non, j'ai pas envie que mes enfants comparent les choses ou les relations par rapport à une valeur de prix. Et puis aussi pour la valeur, c'est autre chose, mais nous sommes des êtres humains, nous n'avons pas de valeur, nous avons une valeur inestimable. Et notre salaire ou notre chiffre d'affaires n'est pas du tout corrélé à notre valeur. Sinon, je vous assure, les deux gens, ils seraient beaucoup moins payés. Bon voilà, donc pour la construction, comment la relation à l'argent a pu se mettre en place, voilà, ça peut aussi permettre d'avoir cette perception de relation à l'argent, comme je vous ai parlé là, de ma fratrie un peu plus tôt. On peut aussi voir entre frères et sœurs, entre cousins, des manières différentes dont ça se prononce, et ça permet aussi de prendre conscience de sa propre relation à l'argent. Je pense que c'est suffisant, ça va vous faire pas mal de boulot pour le week-end. Du coup, on arrive au bout. Alors oui, j'avais préparé en fait toute une liste d'expressions à base d'argent dedans.
Mais bon, en fait, c'est lourd. Donc, ça va être, vu que le temps, c'est de l'argent, on va passer 5 minutes ensemble à regarder une vidéo qui parle d'argent, évidemment. Merci. Qui sait ce que c'est qu'une relation saine? C'est la question. J'arrive. Je crois qu'on en avait parlé justement parce que Héloïse nous avait posé la question, mais c'est quoi une relation saine à l'argent? Et là, en fait, on a eu les mêmes réflexes. Et on a dit, mais une relation saine par rapport à qui, par rapport à quoi? Voilà. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait, à ça. C'est quoi les critères? Les critères? Vous, en tant que Moi, coach, en tant qu'accompagnante, parce que quand même, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit, moi maintenant aujourd'hui, je pense que je n'écoute pas forcément encore complètement une relation à 1000% saine. Du coup, tu as forcément des critères. Dans le sens où... oui. Qu'est-ce qui va te permettre de définir que là, ton coaché ou ton accompagné va être dans une relation plus améliorée? C'est marrant parce qu'il y a deux questions dans ta question. Parce que là, en fait, quand on me demandait moi comment je me positionne par rapport à ma relation, ma caractéristique sur une scène, et il y en a une deuxième sur comment après je considère que l'autre a fait son cheminement par rapport à sa relation saine. Mais j'en ai d'autres après si tu veux. Tu sais quoi? On se retrouve après autour d'un verre. Et oui, Voilà, mais je vais répondre du coup rapidement aux deux questions. Première question, moi, du coup, personnellement au jeu, ma relation saine, comment je pourrais identifier? Là, typiquement, sur plus d'équilibre du pro-vie perso. Voilà, là déjà il y a un critère qui est autour de ça. C'est-à-dire que quand j'aurai en fait un peu plus d'équilibre quand même au niveau de ma vie pro-vie perso, là déjà je pourrais me dire, tiens, ça veut dire que peut-être financièrement parlant, j'ai peut-être un peu plus de sécurité, que peut-être il y a peut-être une autre réflexion même sur mes tarifs, sur ma grille tarifaire. Voilà, c'est en tout cas quelque chose où je ne sais pas si c'est plus sain pour quelqu'un, mais en tout cas moi j'irai plus en fait là-dessus. Et par rapport en fait à la question sur mes accompagnés, à quel moment, quels critères, sur quels critères je me dis ouais c'est bien, il a 98% du score du côté sain de la relation financière. Ben là justement c'est la fameuse question saine par rapport à qui, par rapport à quoi. C'est toujours les critères de la personne et je vais même poser la question, est-ce que ces critères qu'on avait identifiés au début de l'accompagnement sont toujours des critères actuels? En fait, la relation saine, c'est par rapport à la question qui est posée au départ. Voilà. Par exemple, moi, si je viens un jour vous voir, ce sera une problématique. Pourquoi je me sens coupable à chaque fois que j'envoie une facture? Exactement. Mais tu sais que ça me fait penser en fait à une accompagnée qui était vraiment là-dessus. Elle était créatrice de mode. Elle créait en fait en plus des vêtements en upcycling. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les vêtements en fait qui sont recyclés, qui existent déjà et on en fait d'autres. Une marque pour les enfants en plus. Et elle me disait, elle était venue en fait en séance parce qu'elle disait, j'ai l'impression de jouer ma vie à chaque fois que j'envoie un colis avec mes créations et que j'annonce en fait le tarif de mes créations. Et quand je suis sur un stand et que je dois en fait présenter mes produits et que je dois annoncer mes prix, pendant 3 jours, je ne dors pas. Pendant 3 jours, j'ai mal au ventre. Donc là, forcément, il y a un truc qui ne convient pas ou qui ne convient plus. Et là, c'est là où la personne se dit, ok, mais qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça? Donc on peut utiliser le côté à l'adjectif sain, mais il y aurait en fait une relation en fait légère, une relation actuelle, une relation en fait de joie, une relation de fierté. En fait, moi j'ai dit saine tout à l'heure, mais en fait déjà on pourrait définir saine, ça veut dire quoi en fait pour la personne et surtout par rapport à qui, par rapport à quoi. Alors moi je vais vous faire une réponse de coach. Qu'est-ce que ça veut dire sain pour vous? Voilà, et là je rejoins Elsa en fait, parce que chacun va avoir notre propre définition aussi de ce mot-là. Et donc en tant que coach, je ne peux pas moi me projeter sur ce que vous me dites, ce qui est sain. Et d'ailleurs, quand Héloïse vous avait posé la question, je n'ai pas donné cette réponse, parce que j'ai gardé son terme, sa terminologie à elle, pour ça en fait. Alors après, pour aller un peu plus loin, et je vais aussi donner la réponse en ce qui me concerne moi et pas en ce qui concerne les personnes que j'accompagne, c'est moi me sentir sereine, me sentir à l'aise, parce que j'ai des projections moi-même de sécurité et à la fois de liberté sur l'argent. Mais ça, ce sont mes projections à moi et ce ne sont pas forcément celles des personnes que j'accompagne. Est-ce que quelqu'un a une question de ce côté? C'est à votre tour. C'est à d'abord.
Oui, merci. Écoutez, c'est pas tant une question, c'est plutôt qu'en vous écoutant, me viennent quelques réflexions. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas interrogé sur la question de l'argent. Et en vous entendant, je me dis qu'au fond, l'argent est un représentant de l'économie du désir, hein, de cette fonction psychique essentielle chez les humains qui est unique dans le règne animal. Il faut que l'objet circule. C'est l'objet du désir qui circule. Et vous remarquez d'ailleurs qu'on a du mal à se passer de la bagnole parce que il y a cet appétit de vivre, et cet appétit de vivre, il en passe par la circulation. Il faut que ça circule. Vous supprimez la voiture, alors dans ce cas, on va sauter sur une trottinette pour continuer à ce que cet objet du désir circule. On peut le dire autrement, c'est persévérer dans son être, hein, selon Spinoza. Alors, bloquer la circulation de l'argent peut être un indicateur du rapport qu'on entretient au désir, un désir qui peut, désir vibrant, le désir d'aller plus loin dans l'existence, le désir cet appétit de vivre, tel que je l'ai nommé tout à l'heure. Voilà, me vient cette réflexion qu'en effet, la circulation de l'argent peut être un moyen d'identifier le rapport qu'on entretient soi-même au désir, à la vie désirante. Enfin, deuxième point qui me vient, c'est que je me dis qu'au fond, on peut être assez à l'aise avec cette économie du désir, avec cet argent qui circule, qui passe de main en main. Et ici, nous sommes une communauté un peu spéciale. C'est-à-dire que c'est une communauté qui a certainement plus que d'autres pris un peu de distance autour de la question de l'argent. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale et ça signifie quelque chose. Il est bien probable que pour beaucoup d'entre nous, l'argent est un moyen, de faire circuler une certaine énergie, mais en aucun cas il s'inscrit dans la dynamique financiariste actuelle. Nous sommes un peu, peut-être on a ce pas de côté qui nous conduit à ramener la question de l'économie à sa dimension d'origine, l'oikonomia, en grec, étymologiquement qui signifie l'administration de la maison. Et peut-être que ce rapport-là que nous entretenons à la question de l'argent, il est à prendre en compte aussi dans ce débat, cet échange que nous avons. Économie du désir, on peut être à l'aise avec l'argent et en même temps, nous pouvons être méfiants avec la façon dont l'argent sert aujourd'hui la voracité. Et il est bien probable d'ailleurs qu'on ne soit pas forcément tous très à l'aise dans un monde qui a placé l'argent du côté du financiarisme et d'une certaine voracité. C'est super intéressant. Moi, il y a plein de choses qu'on vous parliez. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout partager. Effectivement, l'argent, pour moi, c'est un moyen et ça a besoin de circuler. Je le compare souvent avec l'air. Finalement, il y a de l'air partout. On a tous besoin d'air pour respirer. Et si on parlait d'accumulation et de bloquer, bloquer l'argent, si vous bloquez, vous allez vous asphyxier. Si vous repoussez, vous allez vous essouffler. Donc finalement, le mieux, c'est de faire rentrer, sortir et sentir bien vis-à-vis de ça. Il y avait un deuxième point, oui, on peut tout à fait avoir une relation à l'argent avec des antagonistes. C'est-à-dire, je vais parler de moi, c'est plus simple. Je suis à la fois, j'ai un profil d'insoumis et un profil d'accumulateur et d'hédoniste. Autant vous dire, ça fait un sacré mélange. Et maintenant que je sais ça, ça va beaucoup mieux avec moi-même et avec l'argent et avec les autres aussi. Donc l'insoumis, lui, il a besoin de risque. Tout à fait le profil pour aller investir en bourse, quoi. L'accumulateur, pas du tout. Hein. C'est de l'argent, c'est de la sécurité, il va en mettre de côté. Une fois que le livret A sera plein, il ne saura pas trop quoi en faire. Peut-être un Deuxième LDD. livret. C'est ça, un deuxième livret, on n'en a qu'un seul. Voilà, je vais même pousser la chansonnette un peu loin. C'est que je suis allée demander à une cousine s'il y avait encore de la place sur son livret A, pour vous dire. Voilà, bon, en fait, j'ai compris que non, c'est pas comme ça que ça marchait, c'était mieux, c'est circuler. Je voudrais revenir aussi sur l'idée de l'entreprise sociale, c'est génial.
Je voulais juste partager un point, c'est que plus vous aurez d'argent, plus vous pourrez aider de personnes. Donc entreprise sociale, c'est bien, mais il ne faut pas être bloqué en disant je fais du social, je n'ai pas le droit de gagner d'argent. Ça, typiquement, c'est une croyance en fait. Voilà. Sur le désir, moi je ne sais pas trop cette notion-là. Et je pense que ce que vous avez partagé sur le désir, il y a certainement d'autres personnes qui ont le même point de vue en fait. C'est effectivement, je pense, par rapport à votre relation à l'argent, cette notion de désir en fait. Et vous parliez de la voiture, de se déplacer. Moi, j'associe ça plutôt à une volonté de liberté. C'est-à-dire que très jeune, l'une des premières choses que j'ai fait en quittant la maison, c'est de passer mon permis de conduire. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, j'ai du mal à lâcher ma voiture. Alors que je fais quasiment tous mes déplacements à vélo aujourd'hui. Mes enfants aussi. Voilà, donc pour moi, c'est plus une question de liberté. Après, on pourrait peut-être se dire, est-ce qu'il y a un désir de liberté me concernant Voilà. Elsa, est-ce que tu avais envie de rebondir sur ce que le monsieur nous a partagé? Alors oui, pareil. Moi j'ai un peu tiqué en effet sur le mot désir. C'est vrai que de toute manière, je viens de prendre conscience que c'est pas vraiment un vocabulaire qui appartient en fait à mon quotidien. Je parle beaucoup plus volontiers en fait d'envie. Toujours dans ce truc où je vous ai partagé tout à l'heure le fait que envie en fait on peut l'écrire de deux manières. Envie en fait tout attaché et envie en fait en deux mots. Et par rapport en fait aussi à ça, cette idée en fait oui peut-être de quelque chose qui circule. En effet, souvent c'est ce qu'on dit dans les premières prises de conscience qu'on invite en fait à la personne, c'est de regarder l'argent en fait comme une énergie en fait qui doit circuler, vous l'avez nommé, en fait, sans le nommer, en fait, vous parlez tout à l'heure en fait du capitalisme. Et le capitalisme, en effet, en fait, c'est pas une énergie qui circule, c'est une énergie d'accumulation. C'est une énergie en fait où on va venir capitaliser, justement, donc c'est un truc qu'on garde. Alors que les envies, en effet, l'envie, ça peut être aussi l'impact qu'on peut avoir et que, comme tu l'as dit, Gabriel, il y a cette idée que, oui, par exemple, je vais reprendre mon exemple des accompagnantes. 90 € c'est cher, mais je pourrais très bien, en fait, très bientôt proposer, par exemple, 3 tarifs. Un tarif, en fait, plutôt normal, un tarif, en fait, solidaire et un tarif, en fait, on va dire, un peu plus élevé, où, en fait, chacune fait circuler une certaine somme d'argent, puisqu'en fait, ceux qui payeront, en fait, un tarif plus élevé pourraient soutenir, en fait, les personnes qui ont besoin d'un tarif solidaire et que si, en fait, on joue le jeu, là, on est vraiment sur cette idée de circulation. Donc, quelque part, oui, on est dans un système, là, d'entrepreneuriat solidaire. On peut aussi se donner une forme d'autorisation justement à créer en fait notre propre économie, à nous, dans notre activité, puisque vous êtes libre en fait pour une fois, vraiment dans votre vie, de mettre les tarifs que vous avez envie de mettre. Donc pourquoi pas vraiment en fait pousser une réflexion autour de ça, si en fait cette idée de l'énergie qui circule en fait peut vous parler. Il y a aussi cette notion quand même que quand on parle d'envie et être en vie, bien sûr en fait ça rejoint cette notion de mouvement. Et le mouvement, si on reprend, là je vais nommer un autre mot, émotion. Vous avez compris en fait que c'était très important pour moi, c'est pas pour rien, c'est parce que la racine du mot émotion, c'est mouvement. Il n'y a pas de changement sans émotion. Ce que je dis tout le temps en fait aux personnes qui viennent en fait travailler auprès de moi, c'est souvent en fait là où il y a les émotions qu'il y aura en fait un changement qui pourra être durable, cohérent et puissant. Donc oui, en fait finalement, l'être humain pour moi c'est le mouvement, et donc quelque part c'est aussi une reconnexion aux émotions, et là ça fait la boucle par rapport à ce qu'on disait au tout début. C'est qu'on comprend bien en fait avec tout ça que l'argent en fait c'est pas que l'argent, c'est même pas une notion d'argent, c'est pour moi en fait il y a des émotions partout, tout le temps, on est sur cette thématique-là. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Il y en a deux. Deux dernières questions. Alors dans l'équation je vois qui est entrepreneur et argent. Pour moi, il en manque une que vous n'avez pas évoquée, qui est le temps. Parce qu'en entreprenant, on n'arrête pas de nous dire le temps, combien vous valez par rapport à un certain temps. Et par rapport à toutes les réflexions que vous avez pu souligner, pour moi, effectivement, le temps, c'est quelque chose qui ne se saisit pas. S'il file, il se passe. Et déjà, quand on y pense, il est trop tard parce qu'il est passé. Donc voilà, je voulais avoir votre avis ou une réflexion par rapport à ce nouveau facteur. Après, ça dépend peut-être des activités, la relation au temps, parce que moi, on me demande surtout combien ça coûte le produit fini, pas forcément combien de temps je vais passer dessus. C'est moi qui dois rétablir la relation au temps pour produire ce qui est demandé. Mais voilà, c'est pas moi la spécialiste. Alors, moi, j'ai deux choses, mais est-ce que vous avez une activité intellectuelle? Est-ce que, oui,
qui me vient en tête, c'est avocat. C'est difficile. Voilà. Je ne sais pas si. C'est ça, bouffé. Si vous avez affaire à un avocat, c'est vrai, par exemple, c'est extrêmement de travail intellectuel, un avocat. Et on lui demande souvent combien ça coûte une heure. Et quand vous avez des échanges avec votre avocat, même par email, tout ça est compté. Vous ne pouvez pas vous estimer combien d'heures vraiment il a passé à éplucher votre email, à répondre aux 3 questions. Vous avez l'impression que ça a dû 5 minutes et finalement il vous facture 1 heure. Voilà. Et en fait, cette notion de temps-argent, je trouve qu'elle est vraiment liée au salariat. C'est-à-dire que 1 heure, c'est temps, votre taux horaire, c'est temps, le SMIC horaire, c'est temps. Et quand on est entrepreneur, il faut se détacher de ça en fait. Vous ne pouvez pas dire ma prestation, elle est liée au temps. Vous avez besoin de savoir combien de temps il vous faut. Parce que pour tout projet, il y a effectivement 3 composantes, le temps, l'argent et la personne. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle les 3 ressources. Et alors, les personnes, on peut parler presque de ressources humaines, parce que vous n'allez pas forcément travailler seul. Il faut aussi faire appel à des prestataires, à des partenaires, pour mener à bien votre projet. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat de se détacher de cette notion qu'on a toujours eue du coût par rapport au temps qu'on y passe. Et ensuite, je ne sais pas, est-ce que votre activité, elle est scalable? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vous qui faites, mais vous allez pouvoir faire en sorte que votre activité, s'il y a des choses qui reviennent de manière répétitive, là, par exemple, j'ai l'exemple d'Elsa qui me vient en tête, grâce à ces podcasts, elle peut partager à autant de personnes qui l'écoutent, 1000, 10 000, 100 000 personnes, quelque chose qu'elle va dire à chaque fois individuellement. Les personnes, s'ils ont écouté son podcast, peut-être qu'ils vont venir avec les questions qui viennent après et aller plus vite dans leur accompagnement. Voilà, là, elle a pu se décorréler du temps passé, c'est-à-dire que pour enregistrer 45 minutes de podcast, il faut 3 heures. Non. 45 minutes. 2 semaines. Ok, il lui faut beaucoup de temps pour le faire, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est comme quelqu'un qui va écrire un livre. Il faut énormément de temps pour écrire un livre. Une fois que le livre est publié, bah, vous ne revenez pas sur votre livre. De temps en temps, un petit coup de pub pour qu'il soit vendu, mais ça va générer de l'argent. Donc vous n'allez pas pouvoir dire, moi j'ai passé 3 mois à écrire mon livre, taux horaire, du coup mon livre il vaut 12 542 €. Ça ne marche pas. Voilà. C'est ce qui me donnait par rapport à la notion de temps. Est-ce que ça, C'est hyper intéressant cette question, elle est vraiment très très intéressante, surtout que là on parle de la notion du temps, mais je pourrais très bien en fait même aller encore plus loin, je pourrais vous parler de la notion d'espace. Parce qu'il y a une notion en fait qui regroupe les deux, c'est l'espace-temps. C'est une question très intéressante et justement pour aller un peu plus loin sur l'espace-temps, il y a vraiment quelque chose qui est très pratico-pratique et lié au marketing, c'est qu'un tarif n'est pas forcément le même selon en fait la zone géographique dans laquelle vous êtes. Une bouteille d'eau que vous allez acheter en fait sur le quai de la RATP aura un certain prix. Et par exemple, si vous décidez comme moi un jour de grimper le mont Fuji, ça sera un autre prix. Parce qu'en fait, il y a une notion d'espace. C'est-à-dire que c'est la même bouteille d'eau, mais là en fait, le lieu en fait, où vous l'avez trouvée influence forcément sur son tarif. Donc on est toujours sur la notion de l'offre et de la demande, et aussi de la géolocalisation et la notion du temps, bien sûr aussi à quelle heure en fait, on va aller grimper sur le mont Fuji pour trouver cette bouteille d'eau. En tout cas, voilà, on pourrait aller jusque-là. Et en fait, c'est vrai que la notion de temps, il y a quelque part aussi quelque chose à creuser. Typiquement, je pense aux personnes... moi, je suis carrément là-dedans. Donc, je pense directement, il y a un truc qui me fait penser aux accompagnantes. Mais vous avez des accompagnantes, par exemple, au début, on a moins de réflexes. Forcément, sur l'accompagnement, il y a peut-être des séances même qu'on a du mal à cadrer et qui dépassent de l'horaire en fait qu'on a vendu. Et bien finalement, on a quand même dit, 1 heure, c'était, quand on démarre souvent, c'est 70-80 en région parisienne. Ok, là, en fait, au lieu d'1 heure, j'ai fait 1h20, j'ai fait 1h30, j'ai même fait 1h45. J'ai vraiment beaucoup dépassé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je le dis à la personne? Est-ce que je lui dis, en fait, là, on a dépassé, donc voilà. Ou est-ce que, en fait, je me dis, c'est pour ma pomme, parce que c'est moi qui n'ai pas réussi, en fait, à tenir mon temps, justement. Mais là, pareil, c'est extrêmement personnel. Vous avez en fait toutes les options qui sont possibles. Ça demande vraiment de finalement plonger dans justement à nouveau les émotions. Qu'est-ce que ça fait en fait en vous d'avoir dépassé cet horaire-là? Vous l'avez dépassé pour qui? Pourquoi? Est-ce que vous êtes vraiment laissé submerger par la séance? Ou est-ce qu'en fait vous êtes dit, finalement pour le tarif 70 € 1 heure, je me rends compte qu'on n'a pas travaillé autant que je voulais. Donc je voulais vraiment prouver que ça y avait de la valeur. Donc en fait j'ai décalé. Et maintenant 1h45, je me dis que c'est bon, je peux clôturer parce que pour 70 €, elle en a quand même pour son argent. Donc vous voyez en fait au niveau de la notion du temps, en fait il y a plein de choses. Ça peut être hyper en fait insidieux,
Mais il y a aussi un autre élément, là, Anne-Gabrielle nommait en fait le côté scalable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment on peut décorréler en fait justement son temps de l'argent. Et c'est en fait souvent quand on est dans l'entrepreneuriat, si on dit coucou en fait par rapport à ça. Souvent d'ailleurs même il y a du coaching en fait au sein d'Omnicité pour les personnes qui ont une activité depuis un certain moment, où on propose en fait aux personnes justement un coaching de groupe par rapport à ça, d'essayer d'avoir d'autres modèles, d'autres manières en fait justement de générer de l'argent pour pouvoir se libérer du temps. Typiquement, tout à l'heure, je nommais en fait l'équilibre vie pro vie perso. On est vraiment aussi là-dessus. On n'est pas que sur une notion de chiffre. En fait, c'est aussi ce temps-là. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle valeur en fait je lui donne? Vers quoi je m'oriente avec ce temps-là? Mais en tout cas, par exemple, quand on revient sur un truc scalable, on peut par exemple créer des offres qui sont des offres collectives. Et là, comment en fait on calcule notre valeur en fait quand c'est sur du collectif? Et puis aussi quand on commence, même sur des accompagnements en fait autres que ceux dont on a l'habitude, est-ce que finalement je vais vraiment compter, et parfois c'est un peu l'erreur qu'on fait, et je rejoins Gabrielle, on compte en fait, tiens pour cet accompagnement-là, ça va me demander tel nombre d'heures en fait de travail. Pour ce nombre-là, même en séance, ça va me demander en fait tel nombre d'heures en fait de présence lors de l'accompagnement. Quelque part, est-ce que c'est juste que ça soit en fait votre accompagné ou la personne en fait, votre client ou votre cliente qui paye pour le temps que ça vous prend parce que vous démarrez en fait là-dessus. Voilà. À nouveau, c'est intéressant. Je n'ai pas la réponse sur cette question, je vous donne juste les questions. Rappelez-vous que notre travail, surtout en fait, vous êtes un peu mal tombé. Nous, on a un peu une casquette où on n'est pas là pour trouver les réponses, on est là pour trouver en fait les questions dont vous avez besoin pour avancer. Donc voilà, moi je vous pose la question, c'est est-ce que c'est juste pour la personne en fait qui est en face de vous, que ça soit elle qui finance le temps que ça vous prend pour faire en fait ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être oui, ça peut être non. Il peut y avoir plein de oui différents, il peut y avoir plein de non en fait à l'intérieur. Mais voilà, l'idée c'est peut-être qu'en effet sur la notion du temps, d'aller de toute manière creuser toujours cette idée, qu'est-ce qui est juste pour moi, et même avant tout, de toute manière. Je précise, quand je dis qu'est-ce qui est juste pour moi, c'est même pas par rapport à la valeur, mais on n'a pas parlé de ça aussi, c'est la notion des besoins. De quoi j'ai besoin, moi, en fait, avant toute chose. J'ai juste nommé tout à l'heure pour travailler en sécurité, mais c'est une notion, en fait, de besoin. Quelque part, en fait, peut-être, qu'importe le nombre d'heures que je passe, en fait, à faire ça, ou ce que je suis en train de faire, et de l'argent qu'on va me donner par rapport à ce temps-là, de quoi j'ai véritablement besoin. Voilà. Est-ce qu'on a du temps pour une dernière question ou est-ce qu'on le fait Mais alors du coup, réponse rapide. Non, mais en fait, c'est un témoignage. C'est juste un témoignage, donc c'est pour rebondir sur la question de l'émotion. Parce que, alors voilà, je vous raconte l'histoire, je suis en psychanalyse, et donc je raconte à ma psychanalyste une histoire dont je ne suis pas fière du tout. J'ai été hyper rapia au marché pour une valeur de 1 ou 2 euros. Donc voilà, je raconte ça, et puis ça dérive sur mon enfance. Et tout d'un coup, je dis quelque chose que je ne contrôle absolument pas, donc c'est mon inconscient qui parle, et je dis mais j'ai payé cher. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les difficultés que j'avais à payer, puisque, enfin voilà, c'est ça, j'ai déjà payé cher, donc maintenant ça suffit. Et donc, c'est juste pour dire que la question n'était pas la question de l'argent, quoi. Que le fait de payer, ça peut être autre chose que, voilà, que payer en donnant de l'argent, parce que j'ai aucun problème pour en donner, etc. Voilà. Merci pour ce partage. Du coup, on conclut. Bah oui, on conclut. Alors concluons. Alors conclusion. Jingle. Conclusion. Et ben on va boire. Non, on range les chaises, on range les tables et après on a le droit de boire. Et avant. Voilà. Et avant. Et avant, j'ai un petit truc à me Ah ben voilà, mais tu oublies de conclure. toujours des petites surprises. On a toujours des petites surprises. Donc, vu qu'on a un certain nombre d'entrepreneurs de la coopérative qui sont séquestrés ici, on voulait profiter de l'occasion pour vous montrer. On en avait un petit peu parlé à la nocturne précédente, mais ça a bien avancé. Et donc on est quasiment sur le point de finir le nouveau site communauté. Qui est donc le site que l'on utilise en interne de la coopérative, enfin interne externe.